Dans un monde rationnel, banal et prévisible, rien n'est aussi intriguant, rien n'est aussi fascinant et angoissant que le sentiment du mystère qui nous envahit lorsque nous faisons face à l'inconnu. Le chercheur secret, marginal, mais avec du génie, voilà un cliché de cinéma. Mais lorsque de telles personnalités émergent, nos gouvernements et nos militaires s'inquiètent. À sa résidence du lac Beauport, dans un laboratoire secret, un chercheur marginal discute la nuit avec des Vénusiens. Cet homme a-t-il perdu l'esprit? D'où vient ce chercheur, au fait? Quel terrible secret se cache derrière le mythe des zombies? Un homme officiellement décédé 20 ans plus tôt peut-il ressurgir d'entre les morts? Quelle est la véritable histoire de Clervius Narcisse? De 1957 à 1964, Bernard Grad a mené des expériences bien particulières. Et les résultats de ses recherches dérangent toujours. Ici Michel Dumont. Ne manquez pas ces dossiers mystères. Nikola Tesla, l'un des plus grands génies de son temps, a laissé en héritage quantité d'inventions qui ont transformé notre quotidien. En avance sur son temps, Tesla a subi l'ostracisme d'une partie de la communauté scientifique de l'époque. Même encore aujourd'hui, certaines de ses idées continuent de soulever la controverse. John Hutchison, un scientifique de la Colombie-Britannique, en sait quelque chose. Dans son laboratoire encerclé d'appareils hétéroclites, John Kenneth Hutchison jette un dernier coup d'œil sur ses notes. Depuis des années, ce scientifique autodidacte s'efforce de mettre en pratique les principes et les énoncés de son maître à penser, le savant croate Nikola Tesla. Comme ce dernier, Hutchison croit que le contrôle de l'énergie électromagnétique est la voie vers la plus grande révolution énergétique depuis la découverte de la cellule électrique par le comte Volta il y a 200 ans. Une dernière mise au point pour calibrer un oscilloscope, puis Hutchison met en marche, de façon simultanée, plusieurs appareils capables de générer de forts champs électromagnétiques. C'est alors qu'à son grand étonnement, il voit une barre d'acier se soulever lentement, comme si elle était soutenue par une main invisible, avant de retomber bruyamment sur la table. Hutchison n'en croit pas ses yeux. S'il peut le reproduire et le contrôler, cet effet est capable de révolutionner le monde. Pour John Hutchison, cette découverte va l'entraîner dans un roman digne de Tom Clancy. John Kenneth Hutchison voit le jour à Vancouver. Dès l'école primaire, il manifeste un intérêt certain pour tout ce qui touche la science. Inspiré par les recherches de Nikola Tesla sur l'énergie à son état pur présente dans l'environnement, Hutchison multiplie les expériences portant sur l'énergie retransmise sur de grandes distances sans aucun support, comme les ondes radio par exemple. Ces expériences ont pour effet de faire léviter les objets, ou encore d'amalgamer des matériaux hétérogènes. Ces manifestations sont d'ailleurs connues aujourd'hui sous le nom effet Hutchison. L'effet Hutchison, comme l'appellent les scientifiques canadiens et américains, consiste à éliminer la pesanteur d'un objet en créant un bouclier antigravité. On peut alors faire léviter l'objet dans l'espace.
Parfois, certains objets métalliques sont transformés en une forme de gelée. C'est un phénomène assez étrange. C'est en combinant des forces électromagnétiques, static electricity, et static magnetic, que l'effet Hutchison se manifeste. Pendant près de 10 ans, l'armée américaine et Boeing Aérospatiale se sont intéressés sérieusement aux recherches de John Hutchison. Ces deux groupes voyaient des applications quasi illimitées dans leurs champs d'action respectifs. L'effet ne se produit pas toujours. Il faut dire que M. Hutchison expérimente avec tellement d'appareils en même temps que le résultat pourrait bien être généré par 4 ou 5 causes différentes. Par exemple, il peut s'agir d'un générateur d'électricité statique de Van der Graaf, un appareil de fréquence radio, d'un isolant de radar ou simplement des aimants. Malgré sa grande curiosité, Hutchison n'arrive pas à interpréter les résultats de ses expériences avec justesse parce qu'il ne prend pas assez de notes. Voilà le problème. Il est si enthousiaste et veut tellement expérimenter toutes les idées qui lui passent par la tête que les résultats sont toujours légèrement différents. Malheureusement pour lui et pour son voisinage, Hutchison n'arrive pas à reproduire sur une base régulière et contrôlée ces étonnantes manifestations. La patience de ses bailleurs de fonds ayant atteint ses limites, ceux-ci mirent fin à leur implication dans les projets de Hutchison. Les expériences de John ont lieu chez lui. Ses voisins se plaignent parfois à la police, qui de son côté essaie de lui faire cesser ses activités. Malheureusement, ce genre d'expérience ne peut pas se pratiquer en sourdine. En 1989, Hutchison décide de déménager son laboratoire en Allemagne, où de nouveaux investisseurs acceptent de financer ses recherches. Mais les autorités canadiennes n'allaient pas si facilement s'accommoder de ce déménagement. Dans les coulisses du gouvernement canadien, plusieurs voient dans le transfert du laboratoire de Hutchison en Allemagne un acte de pure trahison. Pendant qu'Hutchison est en Europe, ses installations de Vancouver sont perquisitionnées. Les autorités canadiennes, sous prétexte d'enquêter sur sa collection d'armes antiques, pénètrent dans ses locaux et saisissent ses documents. Au cours des dernières années, le laboratoire de John Hutchison a été visité à 2 reprises par les agents fédéraux. Chaque fois, ces équipements ont aussi fait l'objet d'analyses par des inspecteurs en électronique. Je crois que les enquêtes des autorités, dont la GRC, portaient surtout sur mes expériences. En 1990, mon labo a été fouillé pendant que j'étais en Europe. Un article à la une du Vancouver Sun montrait mes installations saccagées. Cette fouille allait à l'encontre d'une injonction de la Cour suprême de la Colombie-Britannique qui protège mon local et son utilisation. Les gouvernements canadiens et américains ne se sont pas gênés pour outrepasser cette injonction. Actuellement, je ne crois pas que le gouvernement étudie l'effet Hutchison. Du moins, pas comme le fait Hutchison lui-même. En revanche, la séparation du courant électrique, basée sur la théorie de Hutchison, est étudiée dans certains milieux scientifiques américains top secrets. D'un point de vue militaire, les possibilités qu'offre l'effet Hutchison ne sont pas négligeables. Je vous donne un exemple. En séparant un champ électromagnétique, on obtient une arme non mesurable et non détectable qui pourrait produire un choc électrique, capable de provoquer une crise cardiaque sur un sujet se trouvant à 2 km de distance. Personne ne pourrait soupçonner un assassinat. C'est un meurtre qui ne laisse aucune trace.
Il est clair que John Hutchison est depuis des années dans le collimateur des autorités canadiennes et américaines. Bien que sa mécanique demeure encore mystérieuse, l'effet Hutchison continue de faire fantasmer les militaires. Un rayon magnétique capable de déplacer de l'équipement militaire comme des jouets ou de terrasser instantanément des chars d'assaut. L'arme rêvée, quoi. Pour l'establishment scientifique, John Hutchison n'est rien d'autre qu'un fumiste. Ses échecs répétés et son incapacité à expliquer clairement la mécanique de l'effet Hutchison prouvent, selon les chercheurs crédibles, que toute l'affaire n'est qu'une arnaque. Mais Newton, Edison ou Einstein n'ont-ils pas eu, eux aussi, leurs détracteurs? L'utopie et l'invention ne sont-elles pas apparentées? Pour John Hutchison, le modèle à suivre était Nikola Tesla, dont les inventions, il est vrai, ont de quoi inspirer les chercheurs. En fait, Nikola Tesla était si extraordinaire, si marginal par sa façon de voir l'humanité, que certains n'ont pas hésité à remettre en question ses origines terrestres. Lac-Beauport, Québec, 1941. Dans l'attente d'un événement exceptionnel, un homme, fébrile, n'arrive pas à trouver le sommeil. Comme les gouttes d'eau d'un robinet qui fuit, les minutes s'écoulent une à une. Tout à coup, un sifflement strident se fait entendre. La modulation provient d'un curieux appareil cylindrique appuyé contre l'un des murs de sa chambre, le Teslascope. Sans attendre, l'homme se précipite à l'extérieur, excité par ce qui est en train de se produire. Il se dirige vers son laboratoire situé au fond du jardin. À mi-chemin, il se retrouve nez à nez avec deux hommes d'apparence étrange. En les voyant, l'homme sait aussitôt que ce sont eux, les visiteurs tant attendus. L'un des étrangers demande à l'homme s'ils peuvent visiter son laboratoire, question de voir ce qu'il a fait des inventions de Tesla. N'importe qui aurait sans doute été étonné par ce genre de rencontre, mais pas Archer Matthews. Pour lui, cette visite n'est que l'aboutissement logique de sa rencontre avec l'extraordinaire Nikola Tesla. Né en Angleterre en 1892, Archer Henry Matthews n'est encore qu'un enfant lorsque ses parents émigrent au Canada. Très vite, il développe une passion pour tout ce qui touche l'électricité. Il s'intéresse en particulier aux travaux du scientifique croate Nikola Tesla. Pour le jeune Matthews, les idées de Tesla sont une source inépuisable d'inspiration. Pour Archer Matthews, Nikola Tesla était une idole, était quelqu'un qui dépassait tout ce qu'on peut imaginer. Et c'était un personnage extrêmement important pour lui. Mon père a toujours admiré le travail de Nikola Tesla. Il avait étudié ses textes et ses notes. Il possédait plusieurs livres décrivant les inventions de Tesla. Le scientifique Nikola Tesla est né en Croatie. Il s'est retrouvé aux États-Unis en 1884, où son génie a tôt fait de révolutionner le monde industriel. On lui doit plus de 1200 inventions, dont le courant alternatif, le moteur électrique, l'alternateur et les communications radio sans fil. Tesla affirmait de plus qu'il était possible de transmettre du courant électrique sans l'utilisation de câbles. En 1899, il aurait réussi à allumer 200 ampoules situées à 40 km de distance, et ce uniquement en transmettant par la voie des airs un courant électrique. Nikola Tesla est un scientifique yougoslave très peu connu, malheureusement d'ailleurs, et qui a marqué toute une époque. Et Tesla aurait rencontré, en fait c'est plutôt l'inverse, Archer Matthews aurait rencontré Nikola Tesla ici au Québec. Mais là où on ne sait trop si c'est la légende ou la réalité, c'est que Archer Matthews prétendait non seulement connaître très bien Nikola Tesla, mais avoir travaillé avec lui, l'avoir hébergé chez lui au Lac-Beauport et le considérer, Nikola Tesla, comme un envoyé
d'un autre monde, tellement il était avancé dans ses découvertes. Cette rencontre entre le maître et l'élève va transformer la vie du jeune ingénieur en herbe. Pour Matthews, Tesla est le mentor à suivre, et il va suivre la voie tracée par son modèle. Il entretiendra d'ailleurs avec l'inventeur croate une correspondance régulière jusqu'à la mort de celui-ci en 1943. Dans les années 1920, on retrouve Matthews à Québec, où il travaille comme ingénieur en électricité pour le Canadien Pacifique. Son ingéniosité fait l'admiration de ses collègues. Il a déjà à son actif plusieurs inventions, dont une première version du radar, qu'il ne pourra jamais commercialiser, faute de moyens financiers. Mon père a inventé plusieurs choses, mais il n'en a jamais eu le crédit. Je suis né en 1916 et mon frère en 1918. Il s'appelle Ray. Ce n'est pas un diminutif de Raymond, mais du mot radar, radar. Car c'est mon père qui a inventé le radar. Il en avait les lettres patentes, mais pas l'argent pour sa mise en production. Tant et si bien que quelqu'un d'autre a obtenu le brevet et a fabriqué le radar à sa place. À cette époque, Archer Matthews acquiert une propriété située à Lac-Beauport, au nord-est de Québec. L'endroit est isolé et bucolique, le site idéal pour élever sa famille et poursuivre ses expériences. La remise située à l'arrière de la maison convient parfaitement pour l'aménagement de son laboratoire. En quelques semaines, Matthews parvient à ériger un véritable petit musée dédié aux expériences de Tesla. Il y passe d'ailleurs presque tout son temps dans le plus grand des secrets. C'était un homme très secret. Il n'aimait pas partager ses projets, sauf si son travail pouvait en aider d'autres à développer leurs propres inventions. Au fait, il nous a toujours inculqué la discrétion, non pas par mépris ou par honte, mais pour la confidentialité et le respect de la vie privée. Dans le voisinage, les expériences de l'inventeur suscitent la curiosité. Il reçoit même la visite d'agents du gouvernement qui se montrent très intéressés par ses inventions. Ma mère m'a souvent parlé des entretiens que papa avait eus avec des représentants de l'armée de l'air. Ces gens voulaient examiner ses notes ou voir ses inventions et en discuter avec lui. Mais, personnellement, je n'en savais rien à l'époque. Vers 1938, Archer Matthews entreprend de travailler sur ce qui se révélera être son projet le plus controversé, le Teslascope, un appareil étrange capable de capter des signaux extraterrestres. Lorsque j'ai rencontré Archer Matthews, il nous a fait visiter sa maison également et aussi à l'arrière de sa maison, une espèce de ce qu'on appelle un cabanon, à l'intérieur duquel on a vu des instruments scientifiques qui dépassaient un peu notre compréhension. Et pas seulement parce qu'on était jeunes, mais parce c'était des trucs qu'on ne voyait nulle part. Des espèces d'appareils bizarres, étranges, dont la fonction n'était pas clairement définie. Et parmi ces appareils-là, Archer Matthews en a pris un. Qu'il a descendu sur le terrain et j'en ai pris une photo de Archer Matthews avec son appareil et il nous a dit c'est un Teslascope. Et on lui a demandé mais qu'est-ce que c'est un Teslascope? Et il nous a expliqué que c'était un appareil qui lui permettait d'entrer en communication avec les extraterrestres. À en croire Archer Matthews, il aurait reçu plusieurs visites de Vénusiens, des êtres amicaux aux traits idylliques.
Au gré de ces rencontres, Matthews aurait été invité à bord d'une immense soucoupe volante de 210 mètres de diamètre et de 90 mètres de haut, baptisée X-12. Arthur Matthews nous a raconté, à moi et à mon collègue, des expériences qu'il faisait, des choses il nous a parlé de Nikola Tesla. Mais il a surtout insisté sur ce vaisseau immense qui s'était posé non loin de sa propriété, toujours au lac Beauport, et que c'est là que sont descendus des Vénusiens, selon lui, avec lesquels il a eu des contacts. Et c'est à partir de ces contacts-là qu'il a échafaudé la théorie voulant que Nikola Tesla soit un extraterrestre. Arthur Matthews était un homme secret. Pendant des années, il n'a jamais parlé de ses rencontres inusitées. Mais voilà qu'en 1971, il publie à compte d'auteur The Wall of Light. The Wall of Light est un document que Arthur Matthews a publié qui raconte toutes ses expériences, qui raconte tout ce qu'il est, qui raconte sa relation avec Nikola Tesla et qui raconte plus particulièrement aussi et qui tente de nous vendre l'idée que Nikola Tesla est un extraterrestre qui aurait été déposé sur Terre par un vaisseau vénusien. Et c'est évident que, je veux dire, lorsqu'on entend ça la première fois, on se dit, ben voyons, ça, c'est quelque chose qui fonctionne pas, là. Mais Arthur Matthews, qui est un homme superbement intelligent, lui en était foncièrement convaincu. Et ce document, Wall of Light, en est l'illustration la plus évidente. C'est lors d'une visite des Vénusiens que ces derniers auraient révélé à Matthews que Nikola Tesla n'était pas un homme, mais un extraterrestre. À en croire les visiteurs, l'enfant aurait été déposé au sein d'une famille croate choisie pour s'en occuper. En agissant ainsi, les Vénusiens espéraient que les facultés mentales de l'enfant pourraient lui permettre de construire des choses afin d'aider l'homme à mieux se comprendre et à s'aimer. Arthur Matthews a très rarement parlé de ses rencontres avec les visiteurs de l'espace. Il a toujours été très réservé. Je n'étais pas du genre à poser des questions. Ma sœur, oui, mais moi, jamais. La double vie d'Arthur Matthews n'est pas sans rappeler celle du mathématicien John Nash, mis à l'écran dans le film A Beautiful Mind, un homme d'exception. Arthur Matthews est demeuré un homme discret, secret, qui ne recherchait aucune attention ni reconnaissance. Mais alors que penser de ses rencontres avec des Vénusiens détaillées dans son journal? Que penser de ses voyages à bord d'engins spatiaux contrôlés par l'unique pouvoir de la pensée? Son esprit parfait recherchait-il des réponses parfaites n'existant que dans un monde imaginaire? Ou son esprit percevait-il un univers parallèle au nôtre? Ça peut sembler farfelu, ça peut sembler complètement idiot, mais je peux vous dire que la dignité de l'individu, sa grâce, son élégance, ont fait que, malgré tout, on a regardé Arthur Matthews, son Teslascope, et nous étions impressionnés. Voulant améliorer le sort de l'humanité, voulant repousser les frontières de la connaissance, Arthur Matthews et John Hutchison, comme des dizaines d'autres chercheurs à travers le monde, se sont fait les fiers héritiers de Nikola Tesla. Dans cette quête de la découverte, l'illusion et la réalité peuvent se confondre, à moins qu'elles ne se complètent. La connaissance scientifique découle directement de l'observation de la nature. De l'astronomie à la médecine, le modèle reste invariablement le même. Les chercheurs doivent d'abord commencer par observer les faits s'ils souhaitent émettre des hypothèses vraisemblables. C'est le b.a.-ba de la méthode scientifique. Mais il arrive parfois que la nature emprunte de bien curieux chemins pour se révéler. Haïti, 1980. Un vieil homme est assis calmement dans un marché public au nord-ouest de Port-au-Prince. Il observe à distance une femme qui s'affaire entre les étals. C'est elle, il en est persuadé. Angélida Narcisse n'a pas entendu le vieil homme s'approcher. Elle se retourne. L'homme est là qui la dévisage avec insistance. Bonjour Angelina. Vous parlez connaître moi? C'est moi Clavius. Wow. Le nez, la bouche, les yeux. Cet homme lui rappelle son frère, Clairvius. Mais il ne peut s'agir que d'un imposteur.
Son frère est décédé en 1962 et elle a été témoin de son inhumation. Alors comment, 18 ans plus tard, Clervius pourrait-il ainsi ressurgir d'entre les morts? Bah, reconnaître-moi. Non, pas qu'on est qui mourir. Mes frères mourent depuis 20 ans. Clervius Narcisse est bien vivant. L'homme ne ment pas. Clervius Narcisse est simplement un zombie, un mort-vivant. Pour les Occidentaux, le vaudou évoque d'étranges cérémonies occultes, et surtout le mythe des zombies, ces morts vivants que le cinéma ne cesse de nous ressusciter. En 1980, lorsque survient l'affaire Narcisse, les zombies sont toujours considérés comme une fable. La définition folklorique d'un zombie est un mort-vivant. C'est un individu qui, par l'utilisation de la magie, a été entraîné dans la mort. Ensuite, après une certaine période de transition, on l'a ramené à la vie, toujours grâce à la magie, pour vivre un destin incertain, mais un destin qui implique invariablement l'oppression et l'esclavage. Lorsqu'Angelina Narcisse conduit son frère retrouvé au centre de psychiatrie et de neurologie de Port-au-Prince, le directeur de la clinique, le docteur Lamarck Douillon, est loin de s'imaginer que ce soi-disant zombie va bouleverser le monde de l'ethnopharmacologie. Diplômé de l'université McGill à Montréal, le docteur Douillon a vu plusieurs cas prétendus de zombies, de pauvres gens vivant dans une sorte d'état végétatif et ramenés à la vie par des sorciers vaudous. Même s'il est vrai que dans certains cas, il y a eu apparence de mort et de résurrection, le psychologue croit que les zombies ne sont pas vraiment des morts vivants, mais des gens rendus catatoniques par une drogue inconnue. Selon lui, ils ne relèvent donc pas de la magie, mais de la médecine. L'histoire de Clervius Narcisse va démontrer au docteur Douillon qu'il n'est pas un zombie comme les autres. Narcisse n'a pas été le premier cas. Il y a eu d'autres cas avant. Les autres parlaient un peu moins, tandis que Narcisse avait gardé des pans entiers de sa mémoire et il pouvait raconter vraiment son histoire et de façon cohérente. Il n'y avait pas une attitude catatonique, quelqu'un qui est dans la même position et qui la garde, des choses comme ça. Il n'y avait pas de délire chez lui, il n'y avait pas d'hallucination chez lui. Il n'y avait rien de commun avec les malades classiques. Clervius Narcisse est le premier cas médicalement vérifiable de zombification. Cette histoire tout à fait fantastique débute le 30 avril 1962, quand Clervius Narcisse se retrouve à l'hôpital Albert Schweitzer en Haïti, souffrant d'un malaise général. Dans les heures qui suivent, son état se détériore rapidement. Il est déclaré mort le 2 mai. La famille a ensuite procédé à son inhumation dans le cimetière de l'Esther. 18 ans plus tard, il réapparaît au marché public du village. Mais que s'est-il passé entre-temps? Quand on l'a amené au cimetière, d'après la pratique dans certains villages en Haïti, et on ne reste pas avec le mort jusqu'à la fin. On se charge de le mettre en terre, de l'inhumer, mais la famille en particulier s'éloigne. Selon Narcisse, une fois la famille repartie, un sorcier vaudou est entré en action. Ce dernier aurait creusé le sol pour déterrer son corps et lui aurait administré une potion le ramenant vraisemblablement à la vie. Puis, sorti de son tombeau, Narcisse a été conduit dans le nord de l'île pour y servir d'esclave sur une plantation de canne à sucre. Il a découvert un tas d'autres personnes qui étaient là aussi, en captivité, chez le Lunga. Il les faisait travailler, c'était comme des esclaves. 2 ans plus tard,
Une révolte durant laquelle les esclaves assassinent le sorcier permet à Narcisse de fuir pour sauver sa peau. Le récit de Clervius Narcisse permet au docteur Lamarck Douillon de mieux comprendre les étapes de la zombification. En revanche, il soulève de nouvelles interrogations. Comment réveille-t-on un zombie? Comment fait-on pour le garder dans cet état d'hébétude? Et surtout, quelle est donc la nature de cette drogue si puissante qu'elle réussit à tromper les médecins? Dans un premier temps, le docteur Douillon s'assure de la véritable mort de Clervius Narcisse en retournant à l'hôpital Schweizer en sa compagnie. C'est là, quand il est arrivé à l'hôpital, on lui pose la question de routine à Narcisse, on lui dit « Avez-vous un dossier ici ?» Il dit « Oui ». Bon. Alors le médecin américain a été chercher son dossier. Puis quand il est revenu avec le dossier, il a regardé, il regarde Narcisse, et il lui a dit « Mais vous êtes mort hein ?» Narcisse lui dit « Non, je ne suis pas mort, puisque je suis là en train de vous parler. » Le médecin lui dit « Vous savez, dans mon pays, quand on est mort, on est mort. » Voilà. L'acte de décès de Clervius Narcisse ne faisant plus de doute, la quête de la drogue à zombies peut maintenant commencer. Rapidement, sur le terrain, le docteur reçoit l'aide de son frère Emerson. Assez facilement, les frères Douillon arrivent à se procurer de petites quantités de la soi-disant drogue à zombies. Ces échantillons sont aussitôt acheminés pour analyse à Montréal et à New York. Malheureusement, ces analyses ne sont pas concluantes. Parallèlement aux recherches des frères Douillon, des journalistes de la BBC se passionnent pour l'histoire de Clervius Narcisse. Ils réussissent également à se procurer des échantillons. Et cette fois-ci, des tests menés sur des rongeurs avec la nouvelle substance montrent des effets significatifs. Quelle que soit la toxine incluse dans cette mystérieuse poudre, elle est sans aucun doute liée au secret des zombies. En 1982, un jeune ethnobotaniste canadien, Wade Davis, se rend en Haïti pour découvrir les secrets de la mystérieuse toxine. Douillon avait fait des recherches intensives mais n'avait pas réussi à obtenir la formule de la substance. Compte tenu de mon expertise au musée botanique de Harvard, mon rôle était de me rendre en Haïti, de trouver cette préparation et d'en identifier les éléments. Dans les mois qui suivent, le Canadien se lie d'amitié avec des sorciers qui l'introduisent dans des communautés secrètes. Il gagne la confiance de ses hôtes qui lui remettent des échantillons de poudre à zombies. Ce que je cherchais, c'était un produit naturel dont les propriétés pharmacologiques pouvaient provoquer une mort apparente. Et ce que j'ai découvert parmi les 7 échantillons que j'ai obtenus et dont j'avais assisté à la préparation, c'est que chacune de ces mixtures contenait un ingrédient provenant de différentes espèces de poissons, mais tous de l'ordre des tétraodontiformes. Ces poissons sont bien reconnus dans la littérature. On retrouve parmi eux le célèbre poisson fugu utilisé dans la cuisine japonaise. Comme chercheur, la présence de cet ingrédient dans les préparations d'Haïti m'a ouvert toute une littérature biomédicale. Et en parcourant cette littérature, j'ai rencontré un nombre surprenant de cas, rapportés tant au Japon qu'à travers toute l'Asie du Sud, où des individus avaient été déclarés morts par erreur. L'affaire est si notoire que dans certaines régions du Japon, dans le cas où la mort serait provoquée par l'un de ces poissons venimeux, la coutume recommande que l'enterrement n'ait lieu que 3 jours plus tard, question de s'assurer que la personne est bien morte. Pour Wade Davis, le mystère des zombies se révèle enfin. La mort apparente du sujet est provoquée par l'ingestion de tétrodotoxine. Tenue pour morte, la personne est enterrée et exhumée le soir même par un sorcier qui lui administre un contrepoison. L'individu demeure par la suite plongé dans un état catatonique permanent, dû à la très faible oxygénation de son cerveau durant le processus. Dans le cas de Clervius, une mésentente concernant le partage du patrimoine familial aurait poussé son frère à le faire zombifier.
Une condamnation pire que la mort en Haïti. Si Wade Davis a apparemment percé le secret de la création des zombies, l'existence d'un antidote demeure inconnue et la façon dont le sorcier parvient à garder un zombie en état de servitude est encore inexplicable. Dans la culture haïtienne, les zombies ont toujours inspiré la frayeur face à un monde spirituel aux desseins obscurs et face à ces sorciers dont les pouvoirs défient la mort. Le cinéma a exploité cette peur de se retrouver face à ces morts vivants. Mais la véritable frayeur ne serait-elle pas d'être arraché soi-même à la vie pour continuer de hanter ce monde à la recherche de son âme? Plus de 20 ans après la publication de The Serpent and the Rainbow, l'ouvrage de Wade Davis demeure une référence en matière d'ethnologie. Mais pour les amateurs de phénomènes paranormaux, le livre du jeune ethnobotaniste est plus que le récit d'un homme et de son rendez-vous avec l'histoire. Cet ouvrage nous révèle qu'il faut franchir la barrière des préjugés pour accéder à la véritable découverte. Lorsque Wade Davis a annoncé qu'il allait étudier le phénomène des zombies, plusieurs de ses collègues ont qualifié son projet de suicide professionnel. Mais la soif de connaissance du jeune ethnobotaniste a été plus forte que la peur du ridicule. C'est cette même soif de connaissance qui a guidé le docteur Bernard Grad dans l'univers des guérisseurs psy. Dans le laboratoire de l'université McGill, un chercheur manipule avec grand soin une cage contenant quelques souris. Après avoir déposé la cage devant un collègue, l'universitaire l'invite à s'exécuter. À la manière d'un chaman, l'homme pose les mains de chaque côté de la cage, ferme les yeux et se concentre. Il visualise un flot d'énergie coulant dans ses bras et dans ses mains pour ensuite se répandre par ses doigts. Après quelques minutes, le front du manipulateur est couvert de sueur, résultat de son intense gymnastique mentale. À quelques pas de lui, le chercheur analyse chacun de ses mouvements et retranscrit le moindre de ses gestes dans un calepin. Dans le laboratoire règne un silence inhabituel. A priori, l'expérience peut sembler banale. Pourtant, elle va marquer l'histoire de la parapsychologie dans son volet sur l'étude des phénomènes psychiques. J'ai commencé à travailler avec un guérisseur parce que j'ai trouvé que parmi des personnes soi-disant guérisseurs, qu'ils parlent beaucoup de fois d'une énergie, qu'il y a une énergie qui passe dans les mains, qu'il y passe d'énergie et choses comme ça. Au début des années 60, le docteur Bernard Grad est un oncologue réputé attaché à l'université McGill. Il met alors de l'avant une série d'expériences visant à vérifier l'existence de ce pouvoir que semblent avoir certains individus de soulager et même de guérir leurs semblables simplement en imposant les mains. Bernard Grad, c'est un chercheur biologiste et biochimiste. Donc, il a une formation très spécialisée en biochimie. Et il a décidé de s'intéresser à la question de l'énergie. L'énergie chez les êtres vivants, tous les êtres vivants, pas seulement chez les êtres humains. Est-ce qu'il y a une énergie guérissante qui peut se transmettre entre des êtres humains et d'autres êtres humains ou d'autres organismes vivants? Pour ce faire, Grad imagine une expérience simple sur 48 souris de laboratoire. Il s'agit tout d'abord d'anesthésier les souris et de prélever sur chacune d'elles quelques millimètres de peau de façon à créer une plaie. Les souris sont ensuite divisées en 3 groupes de 16 individus. Un groupe témoin, un groupe traité et un groupe chauffé. Pendant 2 semaines, 2 fois par jour, 15 minutes durant, le groupe traité est manipulé par le colonel Oscar Estebani, un guérisseur d'origine hongroise dont les performances sont notoires. Le groupe témoin ne reçoit aucun traitement particulier.
Et enfin, le groupe chauffé est manipulé par des étudiants de manière à être exposés à la même quantité de chaleur que s'ils avaient été exposés à la paume de la main du guérisseur Estebany. L'expérience se déroule sur une quinzaine de jours et il s'aperçoit que la cicatrisation est significativement plus rapide chez les souris traitées par le guérisseur que les autres qui sont chauffées ou contrôle. Ultérieurement, la même expérience sera menée à l'Université du Manitoba sur 300 souris et toujours Oscar Estebany comme guérisseur. Il en résultera des observations tout à fait analogues. J'espère avec le temps, et j'ai déjà commencé ça, d'arrêter de travailler avec des animaux. Au lendemain de l'expérience avec les souris, l'oncologue imagine une autre démonstration faisant appel aux étonnantes habiletés d'Oscar Estebany. Il s'agit cette fois de voir si l'énergie du guérisseur peut influencer la croissance des végétaux. Pour l'expérience, le Dr Grad plante dans divers pots des graines d'orge. La moitié de ces cultures sont ensuite arrosées par de l'eau distillée et l'autre moitié par de l'eau manipulée par Estebany. Là encore, les résultats sont significatifs. Les graines d'orge arrosées par la solution manipulée par Estebany présentent une croissance plus rapide et plus vigoureuse que les graines arrosées par l'eau distillée. Mais les expériences du Dr Grad sont loin malgré tout de faire l'unanimité. Il faut qu'il y ait répétition des centaines, voire même des milliers de fois. Donc la répétibilité est très importante pour justement que la communauté scientifique soit satisfaite que ça ne soit pas qu'un artefact ponctuel, mais qu'il y ait là une répétition, une cohérence dans la reprise des résultats. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Bernard Grad a pu faire un travail très rigoureux, mais comme il est un des rares ouvriers, eh bien, il doit, disons, supporter cette critique de l'établissement scientifique qui demande encore plus. D'autant que le genre de rituel auquel il s'est intéressé, c'est-à-dire l'imposition des mains, qui est plus que triple ou quadruple millénaire, eh bien que ce rituel-là est lié à des rituels religieux. Et à ce moment-là, la science se méfie comme de la peste de ce qui se rapprocherait d'un élément religieux ou surnaturel ou miraculeux. En 1981, après le décès du colonel Estebany, le Dr Grad organise une autre série d'expériences en faisant appel cette fois à George Hill, un guérisseur québécois. Pendant 4 jours, 7 minutes durant, il demande au guérisseur de manipuler une grappe de banane alors qu'une autre grappe de fruits identique est manipulée par un sujet témoin. À l'issue de l'expérience, les fruits manipulés par le guérisseur sont beaucoup plus noircis et présentent une perte de poids plus importante que ceux du groupe témoin. Pour le Dr Grad, ces résultats sont la preuve que l'énergie dégagée par certains guérisseurs influence indubitablement l'environnement biologique. Il y a peut-être une soixantaine de recherches qui ont été faites en autant d'années là-dessus, donc c'est très peu, par des expérimentateurs différents. Alors on a des résultats significatifs, mais c'est pas suffisant pour qu'en science, on puisse dire qu'on ait recueilli une preuve qu'il y a une transmission très particulière d'une énergie qu'on peut nommer entre un organisme vivant et son environnement vivant aussi, que ce soit des plantes ou des animaux. Les recherches du Dr Grad sur les guérisseurs psy et celles de Wade Davis sur le processus de zombification démontrent que souvent la science ne fait qu'expliquer des pratiques et des connaissances utilisées de manière empirique par les peuples au cours des siècles. Le phénomène des guérisseurs est connu depuis l'Antiquité et les sorciers haïtiens n'ont probablement jamais entendu parler de la tétrodotoxine. Cela ne les a pas empêchés d'en exploiter les effets. Entre science et magie,
La frontière n'est souvent qu'une affaire de culture. Quand l'inconnu ébranle jusqu'à notre confiance en ce monde, notre imagination s'emballe. Mais les vrais mystères, ceux qui défient toutes les explications rationnelles, ne sont-ils pas une porte ouverte sur la véritable connaissance ?